Black Valley, vous avez travaillé pour l'armée américaine? Non, je n'ai pas travaillé pour l'armée américaine. J'ai été Principal Investigator pour des projets de recherche en logiciel qui étaient financés par une agence de recherche du département de la Défense. Alors, votre rôle, c'était quoi précisément au sein du livre bleu? Chef d'une équipe de développement de logiciels qui faisait des recherches spécifiquement en messagerie électronique. Recherche qui était complètement publique et dans un cadre universitaire. Vous avez quand même travaillé pour le projet Livre bleu? J'ai travaillé avec le conseiller scientifique du projet Livre bleu, le professeur Heineck, qui m'a donné accès au dossier, à l'ensemble des dossiers du projet Livre bleu qui comprenait à ce moment-là 11 000 cas. Vous les avez tous lus, ces documents? J'ai lu tous ces documents dans le temps que j'avais de libre en plus de mes activités professionnelles, c'est-à-dire entre 1963 et 1967, en prenant un mois à la fois, un mois de documents à la fois, et en essayant d'éliminer tous les cas qui étaient explicables par des effets conventionnels qui représentaient 80% des rapports étaient explicables par des effets tout à fait conventionnels. Aujourd'hui, vos théories laissent de plus en plus de côté l'hypothèse extraterrestre. Vous essayez d'en explorer d'autres. Quelles sont-elles? L'hypothèse extraterrestre sera toujours une des hypothèses qu'on devra considérer, puisque l'univers est immense et probablement le site d'autres intelligences que les intelligences humaines. Donc, bien qu'on ne comprenne pas aujourd'hui comment une autre forme d'intelligence pourrait venir nous visiter, il est tout à fait plausible qu'un jour, on ait des visites d'extraterrestres. Le problème, c'est que ça n'explique pas les dossiers des ovnis tels que nous les avons aujourd'hui. Et donc, on est à un moment tout à fait passionnant de l'étude du phénomène, puisque on a l'opportunité de rouvrir l'éventail des hypothèses en regardant, par exemple, la possibilité qu'il s'agit d'objets qui manipulent les dimensions, qui manipulent d'autres dimensions que les dimensions de temps et d'espace que nous connaissons. Évidemment, vous englobez maintenant dans votre vision du problème les farfadets, les gnomes, les sylphes, les cyclopes, les fées, toutes ces observations qui remontent au Moyen Âge. Est-ce que vraiment vous avez la conviction que les gens du passé qui ont vu ces bestioles, c'est le même phénomène qui continue de persister aujourd'hui avec de la technologie en plus, quoi? Au Moyen Âge, l'establishment était un establishment religieux. C'est-à-dire que si vous étiez un paysan qui revenait des champs et qui voyait un objet lumineux dans le ciel qui se posait et dont il sortait des petits êtres, ces petits êtres auraient été interprétés comme des lutins ou des gnomes ou des farfadets, suivant la région et suivant le folklore de l'époque. Et cette observation aurait été étouffée par l'Église. Aujourd'hui, l'establishment est un establishment scientifique qui fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que si vous êtes un paysan qui rentre des champs et que vous voyez un objet lumineux qui se pose dans le champ et des petits êtres qui en sortent, le rapport, ce témoignage sera étouffé par l'establishment scientifique. Et je crois qu'il se passe aujourd'hui le même phénomène qui s'est passé au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il y a des effets inexpliqués qui sont observés par des gens de bonne foi et que ces effets sont supprimés au niveau du conscient et qui ressortent. Alors au Moyen-Âge, ils ressortaient sous forme de contes de fées, sous forme du folklore que nous avons aujourd'hui. Je crois que j'ai été un des premiers à le montrer dans Passport to Magonia, Visa pour la Magonie. Je crois qu'aujourd'hui, il se passe la même chose avec les phénomènes ovnis qui ressortent sous la forme d'un folklore moderne. Vous dites souvent que ce n'est pas parce qu'il y a un phénomène sociologique que cela élimine automatiquement la possibilité qu'il y ait aussi un phénomène physique. Absolument. Nous avons des gravures, par exemple, du XVe siècle qui montrent la main de Dieu sortant des nuages tenant un glaive sanglant. Les gens qui ont fait ces gravures voyaient en fait une comète. Et si les astronomes de l'époque n'avaient pas eu l'intelligence de comprendre qu'il fallait séparer la projection, les fantaisies, les rêves, les croyances religieuses que la population projetait sur le phénomène de la véritable comète, on aurait perdu des informations importantes sur les comètes. Je crois qu'il se passe la même chose avec le phénomène ovni. C'est une tendance normale du public
de projeter sur ce phénomène ses propres fantaisies, ses propres rêves. Il y a une rumeur qui est très très forte chez nous au Québec qui continue encore une fois de véhiculer cette information. L'armée américaine sait tout, la NASA sait tout, ils cachent la vérité au public sous prétexte de la protéger, cette population, contre la possibilité qu'elle puisse perdre son esprit, son intelligence. Est-ce que Jacques Vallée, effectivement, peut nous confirmer aujourd'hui, après toutes ces années de recherche, 30 ans à investiguer dans les ovnis, que l'armée américaine et que la NASA, effectivement, cachent la vérité sur les ovnis, que tous ces groupuscules connaissent le fond du problème? Non, la vérité est beaucoup plus complexe. Je crois, je ne peux pas vous le prouver, mais je crois que les militaires américains, ailleurs, aussi bien d'ailleurs que les militaires français, soviétiques, britanniques ou canadiens, ont des données sur ce phénomène. Des données importantes qui devraient être portées à la connaissance du public et en particulier à la connaissance des scientifiques. Ça ne veut pas dire qu'ils aient la preuve de l'existence du phénomène. Je pense que le grand secret, c'est peut-être que les autorités, en particulier à Washington, savent que le phénomène existe et n'ont pas la réponse. Alors, il n'y en a pas de secret de la part de la NASA ni par l'armée. Ils sont au même point que nous, les ufologues, qui s'intéressent à la question. De la part de la NASA, j'ai parlé en privé à plusieurs astronautes dont certains m'ont dit qu'ils avaient vu des ovnis quand ils étaient pilotes. En particulier Gordon Cooper, qui ne fait aucun secret du fait qu'il a vu des ovnis. Quand il était pilote, il les a vus du sol, alors qu'il s'apprêtait à monter dans un prototype. Aucun de ces astronautes ne m'a confirmé qu'il n'y a jamais eu d'objet vu à partir d'orbite qui ait été inexpliqué. Il y a eu des objets qui ont été inexpliqués à l'époque, mais qui ont été expliqués depuis par des explications qui me satisfont moi. Par contre, quand il s'agit des militaires, c'est tout à fait différent. Je crois que nous avons des capteurs, il y a des capteurs dans l'espace, il y a des capteurs dans les océans, il y a des capteurs sur la Terre qui doivent être déclenchés par le phénomène OVNI. Et donc ces informations sont potentiellement importantes pour nous qui étudions le phénomène OVNI. Et une partie de ces informations est probablement gardée secrète et devrait être portée à la connaissance des scientifiques. Encore une fois, ça ne prouve pas, ça ne démontre pas que les autorités militaires aient la solution du problème des ovnis. Entre le fait d'avoir des données sur un problème, des données qu'on ne comprend pas sur un problème, et avoir la preuve de l'existence du problème et avoir la solution du problème sont trois choses tout à fait distinctes. Bon, vous avez évolué au sein des organismes officiels américains. Vous allez nous dire maintenant ce que vous pensez de ces documents de colportage qui, de plus en plus, semblent indiquer que les extraterrestres, les intraterrestres, par association avec certains gouvernements, ont signé des pactes où on demande de la part des extraterrestres la permission ou l'opportunité d'user, comme bon leur semblera, d'êtres humains en échange d'une technologie fournie à l'armée américaine. On les appelle les petits gris. Il y a de plus en plus d'ufologues américains qui véhiculent ces hypothèses. Est-ce que vous avez fait enquête là-dessus? J'ai fait enquête là-dessus. J'en ai discuté longuement avec des gens comme John Lear. J'ai discuté avec Bill Cooper. J'ai discuté récemment avec Robert Lazar, qui est la source de John Lear, sur cette fameuse base de l'armée de l'air américaine où sont censés se trouver ces extraterrestres. Robert Lazar m'a dit qu'il n'avait jamais vu d'extraterrestres, que ce qu'il avait dit avait été déformé en particulier par John Lear et par d'autres pour faire courir cette rumeur. Alors est-ce que cette rumeur, à mon avis, ces gens sont sincères? Je ne pense pas que ce qu'ils racontent soit une désinformation systématique. Je crois qu'ils croient vraiment, ils ont l'air de croire vraiment à ce qu'ils disent. Par contre, ce qu'ils disent est absurde dans la mesure où ce que nous savons, vous et moi, de la technologie des ovnis, quelqu'un qui posséderait cette technologie n'aurait pas plus besoin de passer un pacte avec le gouvernement des États-Unis que l'amiral commandant la flotte du Pacifique américaine ne passe des pactes avec les chefs de guerre des petites peuplades des îles du Pacifique quand il passe au large de ces îles. La notion que quelqu'un qui disposerait de cette technologie aurait besoin de passer un pacte avec un gouvernement terrestre est absurde. Alors, très souvent, ces documents impliquent que le pacte, c'est pour que la nature, que l'existence du phénomène soit gardée secrète. Mais le phénomène n'est pas secret, puisque vous le savez aussi bien que moi, il y a des cas rapportés tous les jours. Les ovnis sont vus tous les jours dans tous les pays du monde. Depuis 3 mois, il y a eu plus de 500 observations dans une région
relativement étroite de la Belgique, par exemple. C'est donc pas un phénomène qui essaye de rester secret. Alors le phénomène OVNI, selon vous, n'est pas d'origine extraterrestre. Il y a d'autres hypothèses qui y collent. Vous parlez de jeu de dimension, c'est-à-dire que cette grande masse d'énergie qui se manifeste dans un faible rayon de volume est capable de manipuler à la fois psychologiquement les témoins et l'environnement physique, qu'il joue sur l'espace et le temps. Par contre, il y a des gens, encore une fois, aux États-Unis qui véhiculent autre chose. Je parle du groupe MJ12. Qu'est-ce que vous savez de ce groupe et qu'est-ce que ce groupe véhicule comme information qui ne coïncide pas avec ce que Jacques Vallée nous dit dans ses bouquins? Toutes les informations qu'on peut avoir sur le groupe MJ12 sont extrêmement suspectes dans la mesure où elles viennent précisément d'informateurs qui prétendent avoir travaillé à l'intérieur des services de renseignement américains. Donc, par définition, toute l'information qu'on a, tous les documents qu'on croit avoir sur cette soi-disant projet MJ12 viennent d'informateurs qui, déjà par définition, sont suspects. L'information en question porte sur l'existence, sur la soi-disant existence d'un groupe qui aurait compris un certain nombre de scientifiques américains qui aurait notamment étudié des ovnis écrasés. Alors, s'il existe effectivement, il est possible qu'on ait récupéré du matériel physique. J'en ai récupéré moi-même. J'ai des témoins qui m'ont donné des échantillons physiques qui me disent venir des ovnis. Donc, c'est pas quelque chose d'impossible. Dans les cas que j'ai étudiés moi-même, où j'ai fait des analyses, j'ai trouvé des alliages assez curieux, mais qui pouvaient être réalisés sur la Terre. Donc, ce que j'ai vu jusqu'ici ne constitue pas une preuve. Est-ce que le gouvernement, est-ce que les militaires ont obtenu, par exemple à Roswell, des matériaux qui les ont convaincus qu'il y avait autre chose? C'est possible. Mais tant que je n'ai pas quelque chose que je puisse analyser moi-même, il n'y a pas grand-chose que je puisse dire sur la question. Par contre, il est clair que ce genre de fuite calculée est un moyen idéal de désinformation. Si quelqu'un, par exemple une agence d'un gouvernement quelconque, essaye au contraire de faire dévier la recherche des ufologues, des véritables ufologues, des scientifiques qui s'intéressent véritablement au phénomène OVNI, d'envoyer cette recherche sur une voie de garage. Et ce que j'ai vu depuis 2 ans aux États-Unis, c'est que depuis la publication de ces soi-disant documents, j'ai beaucoup de mes amis qui avant allaient sur le terrain, interrogeaient les témoins, faisaient des analyses de traces, ont cessé toute activité et passent tout leur temps à discuter du MJ12. Est-ce que le MJ12 existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Et je pense qu'il ferait mieux de retourner sur le terrain, d'aller faire leurs propres études. Jean Sidère à Paris nous demandait à qui le crime paie. À qui le crime paie? Eh bien, le crime... Selon vous, ce serait qui pourrait faire de la désinformation de cet ordre? Il n'est pas impossible qu'il y ait un groupe qui... faisons un scénario. Il y a un groupe qui s'intéresse, disons, à la question des ovnis, qui n'a pas la réponse, mais qui veut se garder l'exclusivité des recherches. Ce groupe pourrait se débarrasser des chercheurs comme nous, des chercheurs bénévoles, des chercheurs privés, en lançant des rumeurs absurdes sur un soi-disant projet du gouvernement qui aurait déjà toutes les réponses. Pour s'amuser, vous avez rencontré Steven Spielberg lorsqu'il tournait les séquences de rencontres du 3e type. Vous avez même influencé Steven Spielberg dans sa décision de donner telle ou telle orientation à certaines de ses séquences. Racontez-nous dans quelles circonstances vous avez pour la première fois rencontré Spielberg, son caractère, son tempérament, comment il est dans la vie, comment il pense des ovnis. J'ai rencontré Spielberg quand il était à peu près à la moitié du tournage de Close Encounters. Il m'a dit qu'il avait basé, donc il m'a confirmé qu'il avait basé un de ses personnages sur moi, qu'il avait lu mes livres. Et à ce moment-là, il était en train de concevoir la scène dans laquelle l'OVNI va atterrir au-dessus de Devils Tower dans le Wyoming. Et il cherchait une façon d'utiliser l'informatique, d'utiliser les moyens techniques dans la réalisation de cette scène. Et on a discuté, donc on a déjeuné ensemble, il était très, très décontracté. Et je lui ai dit qu'en fait, si ce genre de situation se présentait, il était très probable qu'on n'aurait pas les moyens. On aurait pensé à tout sauf à la chose essentielle dont on aurait besoin pour comprendre ce qui se passe. Et je lui ai raconté l'épisode du lancement du premier Sputnik, la nuit où le premier Sputnik a été lancé. Les équipes américaines s'attendaient à avoir encore 1 an ou 2 ans pour se préparer parce que le premier satellite artificiel allait être lancé par les États-Unis.
Ils ont donc été pris par surprise par le lancement du satellite soviétique. Et il y avait une photographie que m'avait montré Heineck de 3 astronomes montés sur des échelles autour d'un globe de la Terre avec une ficelle, en train de faire passer la ficelle pour visualiser l'orbite du premier satellite, du premier Sputnik. Ah, tout à fait à la main, donc. Et quand j'ai raconté ça à Spielberg, je lui ai dit c'est ce qui se passerait s'il arrivait véritablement, c'est véritablement un ovni qui arrivait, les scientifiques auraient pensé à tout sauf à la chose essentielle. Et il m'a dit absolument, c'est ça qu'il faut faire. Il y aura et si vous vous souvenez de la scène, il y a des nombres qui arrivent. C'est pas les scientifiques qui comprennent, c'est le géographe, l'ancien géographe qui l'interprète justement du savant français. Claude Lacombe, qui vous personnifie d'ailleurs. Claude Lacombe personnifie, Truffaut personnifie Jacques Vallée. C'est l'interprète de Claude Lacombe qui dit, vous savez, c'est une longitude et une latitude, mais à ce moment-là, personne n'a de carte du Wyoming, et finalement, ils vont ils rentrent par infraction dans la bibliothèque, dans le bureau du patron, et ils en reviennent avec un globe pour retrouver où va se trouver le fameux atterrissage. Ça, ce qui est absurde dans le film, c'est que finalement, ils ont tout, les ordinateurs, les camions, ils évacuent une ville, ils ont les trains, ils ont le gouvernement de leur côté, ils ont tout sauf une carte du Wyoming. Sauf la carte du Wyoming. Et ça, c'est très Spielbergien dans sa façon de créer des films. Et c'est aussi je suis assez fier d'avoir influé sur cette scène parce que c'est une des scènes amusantes, une des scènes un peu d'humour dans le film. Comment vous êtes-vous senti lorsque vous l'avez rencontré? Est-ce qu'il vous a dit, écoutez, Jacques Vallée, j'aime bien vos théories, j'aime bien ce que vous faites, j'ai le goût de vous incarner dans mon film? Est-ce qu'il vous l'a dit carrément ou vous l'avez découvert lorsque vous avez vu le film? Non, il m'a dit, vous saviez ça? Il m'a dit que le personnage du savant français était basé sur moi et qu'il avait lu mes livres. Ça vous a plu, ça, du grand Spielberg? Bien sûr, mais je savais déjà puisque j'avais lu le script. Oui, forcément. Donc aujourd'hui, des Québécois qui voient un ovni, vous leur conseillez de faire quoi en présence de cet objet? Quelle serait la meilleure attitude à adopter? Ça dépend s'il s'agit d'une rencontre approchée ou s'il s'agit d'un objet dans le ciel. Disons d'une rencontre approchée de premier, deuxième ou troisième type. Je crois que ce qui nous serait bien entendu très utile en tant que scientifique, c'est d'avoir des bonnes photos. Et en particulier d'avoir des photos calibrées. Très souvent, on a des photos. Il serait utile que la personne qui prend la photographie puisse prendre la photographie par exemple d'un lampadaire ou d'une lampe d'une intensité connue à une distance connue. De manière à avoir sur la même pellicule un cliché qui nous donne un étalonnage, une calibration. Bien entendu, si c'est possible de prendre des photos en couleur, la photo en couleur contient plus d'informations, l'émulsion contient plus d'informations qu'une photo en noir et blanc. S'il se trouve... ou le filmer, mais moi j'aimerais mieux une bonne photo franchement qu'un film. Ah oui? Parce qu'il y a des mouvements, la photo ne reproduit pas les mouvements, mais le film si. Oui, mais je préférerais une seule bonne photographie avec un bon objectif que toutes ces bandes vidéo plus ou moins tremblées dans lesquelles on n'a pas de calibration, on n'a pas de perspective, on ne sait pas où en était l'objectif, etc. S'il s'agit d'une rencontre rapprochée, je crois que dans la mesure où le témoin peut d'abord regarder sa montre, noter très soigneusement l'instant exact où l'observation a commencé, essayer de prendre des repères aussi pour plus tard pouvoir reconstruire la taille de l'objet, essayer de faire le plus de remarques possible sur la lumière émise par cet objet, noter le comportement des animaux par exemple dans son environnement. Proposez-vous de toucher l'OVNI s'il est au sol, de toucher aux extraterrestres, de mettre sa main à la pâte, comme on dit? Est-ce que c'était conseillé? Je ne suis pas certain que le témoin à ce moment-là que les perceptions du témoin ne passent pas sous le contrôle du phénomène lui-même. C'est-à-dire qu'on peut croire qu'on ferait un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que ces choses seront possibles quand on se trouvera effectivement dans cette situation. Si c'était moi, certainement je toucherais l'objet. Vous essayeriez d'y toucher, même si vous savez qu'il influence l'espace et le temps, et donc conséquemment qu'il risque de laisser des marques sur vous, de vous abîmer. Vous le feriez quand même. Oui, je pense que j'essaierais d'entrer en interaction avec l'objet dans la mesure où je le pourrais.